Alexandre, merci en tout cas à tous pour votre enthousiasme, ça fait plaisir. Alexandre, voilà, quelques idées d'alternatives. Oui, donc bonjour, je vais évoquer quelques alternatives de rupture. Alors, en fait, nous avons vu déjà passer un certain nombre de ruptures technologiques. Ce que nous a dit Marion Perrin concernant les batteries est tout à fait fascinant, je dirais. Mais je crois quand même que les batteries ne sont pas adaptées au stockage massif d'énergie. Et dans ce domaine-là, il me semble que nous avons besoin de nouvelles solutions. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des ruptures? Et d'abord, pourquoi... Non, pardon. Et d'abord, pourquoi les ruptures? Donc, les ruptures, c'est dû au fait qu'actuellement, il y a essentiellement deux solutions. Les steppes qui sont adaptés au stockage massif, mais qui nécessitent des sites appropriés, donc en nombre limité, et avec des possibilités d'extension qui ne sont pas très importantes, dans le contexte français notamment, avec aussi des problèmes d'acceptation, parce que, bon, avoir des stockages, des lacs d'altitude qu'on utilise pour stocker de l'énergie, ça peut poser des problèmes. Et donc on a besoin de technologies de stockage massif d'énergie qui soient transportables. Alors les batteries de leur côté, bon, elles sont quand même pour le moment relativement coûteuses, donc on nous promet des progrès très importants. Ceci étant, elles ont quand même aussi des problèmes. Elles sont peu sensibles à l'effet de taille, et donc pas très bien adaptées au stockage massif, et leur durée de vie aussi pose parfois problème. Alors, maintenant, si on pense à des ruptures, peut-être qu'une première chose qu'il faut dire, c'est que, évidemment, c'est difficile d'imaginer des ruptures. Par définition, les ruptures ne sont pas prévisibles. Donc, on ne peut pas vraiment prévoir dès maintenant les ruptures qui vont pouvoir se produire. Ce que je voudrais simplement vous montrer, c'est que des ruptures peuvent être envisagées, qu'on peut imaginer des schémas de stockage différents de ceux qui existent actuellement. Alors, donc, pour aborder cette question des ruptures, je me suis posé la question suivante: quel pourrait être le système de stockage idéal? Bon, un système de stockage, c'est de manière générale un système qui va faire passer de la matière ou des charges entre deux enceintes. Ça peut être la même enceinte à deux moments différents, mais de manière générale, le système va consister à faire passer de la matière ou des charges d'une enceinte 2 à une enceinte 3. Et donc, dans un sens au moment du stockage, dans l'autre au moment du déstockage. Alors, la différence de potentiel, ça peut être un potentiel de gravité, ça peut être un potentiel électrique, ça peut être un potentiel chimique. Alors, un système de stockage idéal, de mon point de vue, ce serait un système dans lequel les enceintes 2 et 3 contiennent une phase liquide qui pourrait être stockée à une pression aussi proche que possible de la pression atmosphérique. Si vous considérez par exemple les avantages des carburants liquides, l'avantage des carburants liquides, c'est qu'ils peuvent être stockés dans une enceinte, dans un récipient à la pression atmosphérique, et donc le récipient est très bon marché, et donc on peut augmenter la capacité de manière très importante, tout en ayant des coûts raisonnables. Alors il est intéressant de signaler qu'un tel système existe déjà, c'est le système électrochimique en phase liquide, le redox flow, dont il était déjà question. Donc Pierre Audru en a parlé, Marion Perrin aussi l'a évoqué. Donc dans ce système, la matière active est dissoute en phase liquide. Donc ce sont des ions, des ions vanadium, qui sont dissous dans les phases liquides et forment les électrodes. Et entre ces deux phases liquides se trouve une membrane en céramique qui laisse passer les ions et donc qui joue le rôle d'électrolyte.
Alors l'intérêt d'un système comme celui-ci, c'est que chacun des électrolytes est contenu dans une enceinte à la pression atmosphérique, et donc on peut augmenter la capacité simplement en augmentant le volume des réservoirs, et donc avec un coût d'investissement qui va rester limité. Alors ce principe se rapproche beaucoup du principe de stockage d'un carburant, et on peut imaginer donc un carburant électrochimique en particulier. Donc ceci a déjà été testé sur un véhicule expérimental, véhicule Quant, qui fonctionne avec un tel carburant électrochimique, et puis donc des cellules de type redox flow. Alors les performances, je ne les connais pas, il doit y avoir certainement des problèmes, mais c'est intéressant de dire que ça existe. Alors évidemment, ce système qui est intéressant dans le principe connaît des problèmes, Marion Perrin l'a évoqué, donc il y a des réactions secondaires, il peut y avoir des problèmes de rendement, mais c'est une voie qui paraît intéressante. Alors on peut imaginer des systèmes qui ne sont pas des systèmes électrochimiques, mais qui sont des systèmes thermomécaniques ou des systèmes physico-chimiques. Alors le stockage par air comprimé a déjà été évoqué. Si le stockage par air comprimé est mis sous la forme d'un stockage hydropneumatique, on a un fonctionnement qui se rapproche beaucoup de la STEP, puisque on peut stocker de l'énergie en pompant un liquide par une pompe qui va comprimer l'air, et au moment de la détente de l'air, on va turbiner le liquide à travers la turbine. Donc on a un système qui ressemble à la STEP, mais qui a l'avantage d'être transportable à condition, bien sûr, de stocker l'air dans une enceinte déplaçable. Donc là, je ne suis pas dans le schéma des cavernes souterraines, et évidemment, il peut y avoir des limites à la capacité pour un système de ce type. Alors le problème... Pardon, je suis... Oui. Pas du tout. Voilà. Donc, ce système, le système de stockage par air comprimé, donc, pose un problème, c'est qu'au moment de la compression de l'air, l'air est échauffé, compression, et puis au moment de la détente, il est refroidi. Donc, si la chaleur de compression est perdue, évidemment, on a une perte très importante. Et pour améliorer le rendement et avoir un système qui fonctionne dans de bonnes conditions, il faut essayer de récupérer cette chaleur et d'aller vers un système isotherme. Donc on peut réaliser un tel système isotherme dans le cas d'un système hydropneumatique en ayant un échange entre l'enceinte sous pression dans laquelle on comprime l'air et puis une enceinte dans laquelle on trouve un fluide de stockage thermique qui peut être simplement de l'eau. Et donc avec un système comme celui-là, on peut arriver à avoir une compression et une détente très proches des conditions isothermes, et le système de stockage mécanique est complété par un système de stockage thermique, mais un système de stockage thermique qui est très bon marché, puisqu'il peut être assuré par de l'eau à la pression atmosphérique. Donc c'est sur des idées de ce type en particulier qu'on développe une solution innovante avec Soner, dont David Marchand-Maillet a déjà parlé tout à l'heure. Alors maintenant, ce n'est pas la seule possibilité, on peut avoir d'autres... On peut avoir d'autres possibilités. L'autre possibilité, donc, de stockage thermomécanique avec stockage de chaleur, c'est la solution de thermopompage, dont a parlé déjà Pierre Vaudreux tout à l'heure. Donc, bon, je ne vais pas insister sur le schéma qui a été étudié par Seifel. Donc c'est un système qui fonctionne avec un cycle de Brayton à gaz permanent. Dans ce système de cycle de Brayton à gaz permanent, donc la chaleur qui est cédée donc, à la source froide est stockée, et puis ensuite elle est restituée lorsque l'on passe
de la phase stockage à la phase déstockage. Donc on a un système dans lequel, en fait, l'énergie mécanique est stockée sous forme thermique dans une phase solide. Donc si on imagine un lit de gravier, une phase solide qui est bon marché, on voit qu'un système de ce type peut être déployé à des capacités importantes sans entraîner des investissements considérables. Les slides doivent être minutés parce qu'elles arrivent toutes seules. Oui, d'ailleurs c'est parce que je ne suis pas assez rapide. D'ailleurs c'est bon? Non, je ferai juste la slide précédente. Voilà. Bon, et puis donc il y a encore un système qui lui se rapproche tout à fait du cahier des charges que j'évoquais tout à l'heure, qui est le système de stockage d'énergie par séparation et mélange. Donc dans ce système de stockage par séparation et mélange, donc on a un mélange AB qu'on suppose donc en phase liquide, et ce mélange AB est séparé en deux fractions, l'une qui est riche en A, l'autre qui est riche en B au moment de la phase de stockage d'énergie. Donc on dépense d'énergie pour réaliser la séparation, et ensuite donc on restitue l'énergie en remélangeant les deux phases pour donc produire de l'énergie. Alors on peut imaginer toutes sortes de mélanges. Le mélange le plus simple que l'on peut imaginer, c'est un mélange eau-sel, et donc dans ce cas-là, on peut avoir des phases liquides avec simplement des salinités différentes. Le principe de la production d'énergie par mélange a déjà été utilisé il y a bien des années. On a fait fonctionner des locomotives sur ce principe, donc ça marche. Maintenant, encore faut-il arriver à mettre au point un système qui permet de réaliser ce stockage et ce déstockage dans des conditions proches de la réversibilité. Donc c'est ce qu'on étudie donc, en particulier avec Saner. Et on peut le faire de deux façons. On peut le faire soit en utilisant une membrane. À ce moment-là, on a affaire à un système d'électrodialyse et d'électrodialyse inverse, soit en utilisant un système thermomécanique. Donc là, je ne vais pas détailler, mais c'est tout à fait possible. Et donc voilà une piste pour arriver à faire un stockage massif en ayant simplement à stocker des phases liquides. Donc s'il s'agit de stocker de l'eau et de la saumure, on imagine bien qu'on peut stocker des quantités importantes dans des réservoirs à pression atmosphérique sans avoir à aller vers des investissements très, très élevés. Donc voilà tout ce que je voulais dire en matière de pistes pour la rupture, mais évidemment il peut y en avoir. Super, merci beaucoup Alexandre. Merci à tous. Il nous reste 2 minutes, un très bon challenge d'avoir fait un overview de ces axes technologiques en si peu de temps. Donc je voudrais directement passer la parole